époque fantastique, quelle époque fascinante nous vivons. Certains parlent d'ère de l'espace, d'autres d'ère nucléaire ou de l'atome. On parle même d'ère de l'électronique. Mais comment oseriez-vous la qualifier? Il se pourrait fort bien qu'en regardant de près la formidable perspective qu'offre l'histoire, on considère notre époque comme étant celle où un grand génie souffle, celui de la radioastronomie. La radioastronomie a connu d'humbles débuts en 1930 dans le paisible village de Holmdel, État de New Jersey. C'est arrivé presque accidentellement. Karl Jansky, jeune et brillant radio-ingénieur employé au bureau d'études des téléphones Bell, reçut pour mission d'étudier les interférences statiques qui brouillaient les communications téléphoniques transocéaniques. Qui n'avait été en but à ces parasites agaçants? À seule fin d'étudier plus méthodiquement ces interférences statiques, Jansky construisit une immense antenne tournante ou directionnelle sur un terrain contigu au bureau d'études des téléphones Bell. Il la surnomma le manège. Le portique tournant était relié à un récepteur qui amplifiait les signaux. Ce récepteur était lui-même relié à un enregistreur graphique destiné à transcrire les interférences. Nanti de cette ingénieuse installation, Jansky était en mesure de localiser et de sérier de nombreuses sources d'interférences, comme par exemple des orages situés à plus ou moins grande distance. Mais il nota aussi la présence d'un sifflement continu qu'il ne pouvait expliquer. Au lieu de tenir cette interférence pour négligeable, Jansky mit à jour des diagrammes précis à partir desquels il pouvait repérer la courbe d'intensité et le point d'origine de ce phénomène. En janvier 1932, il écrivit dans son journal « Le portique tournant et l'enregistreur statique ont fonctionné presque continuellement. Les interférences statiques d'origine orageuse ont été pratiquement nulles. Mais je note la présence d'une interférence d'une absolue continuité. Elle change de direction en faisant le tour complet de la boussole en 24 heures. » Jansky se demanda pourquoi cette interférence obéissait à un cycle de 24 heures. Après plusieurs mois de recherche et de calculs attentifs, il en arriva à une conclusion surprenante. L'origine de l'interférence ne se trouvait pas sur Terre, mais en un point fixe de l'espace, situé en direction du Sagittaire, dans la Voie lactée. La découverte de Jansky eut beau faire la première page des journaux, personne ne sembla en mesurer l'importance. Il fit paraître des communications qui furent classées et oubliées. C'est alors qu'en 1937, à Wheaton, État de l'Illinois, un autre technicien enthousiaste, radioamateur lui-même, Groth Reber, entreprit de se pencher sur ce qu'il appelait la statique cosmique. Dans son autobiographie, Reber note « Durant quelques années, je m'étais passionné pour la radio amateur, ayant pour indicatif W9GFZ. Mon intérêt pour la radioastronomie s'éveilla après avoir lu les articles originaux de Karl Jansky. Intrigué par les communications de Jansky, Reber décida d'en savoir davantage sur ces étranges signaux en provenance de la Voie lactée. Pour parvenir à ses fins, il en vint à la conclusion qu'il lui fallait construire une antenne aux propriétés plus directionnelles que celles de Jansky, et que cela pouvait s'obtenir en fabriquant un réflecteur parabolique en forme d'assiette creuse. Il construisit ce réflecteur assez frais dans son propre jardin, en prenant sur ses heures de loisirs. Le réflecteur de 10 mètres de diamètre fabriqué par Reber fut sans conteste le premier radiotélescope au monde. Et pendant de nombreuses années, Groth Reber fut le seul radioastronome au monde. Il confirma et il développa les explorations de Jansky. Il découvrit que la Voie lactée, notre galaxie, agissait comme un émetteur radio gigantesque. En enregistrant et en analysant avec soin les émissions qui se produisaient,
Reber dressa la première carte radio de la Voie lactée. Le télescope de Groth-Reber rend encore aujourd'hui de très grands services à l'Observatoire national de radioastronomie de Green Bank, État de Virginie, où il est installé. Au cours des quelques décennies qui ont succédé à la Seconde Guerre mondiale, la radioastronomie s'est développée de façon absolument fantastique. Des centaines de radiotélescopes ont littéralement poussé comme des champignons aux quatre coins du monde. Il n'est pas rare de voir des instruments aussi stupéfiants peser des milliers de tonnes et coûter des millions de dollars. Leur souplesse d'utilisation est telle qu'ils peuvent servir à repérer des satellites, envoyer des ondes qui se répercutent sur la Lune et détecter des signaux venus du fin fond de l'espace. La faculté d'orientation de certains télescopes est si vaste que les radioastronomes pourraient suivre avec précision la course d'une balle de golf à 8000 km de distance. Leur précision focale est telle qu'ils pourraient déterminer un point sur la Lune de la grandeur d'un timbre-poste. Le plus grand radiotélescope à parabole simple du monde est situé à Arecibo, dans l'île de Porto Rico. 300 tonnes d'aluminium recouvrent la parabole, qui mesure 300 mètres de diamètre, alors que l'ensemble couvre une superficie de 10 hectares. 12 terrains de football pourraient y prendre place parfaitement à l'aise. Un radiotélescope est en fait un récepteur radio aussi puissant que sensible, constitué de 3 composants ou éléments de base. Un réflecteur, doté d'un récepteur à convergence, un récepteur et un enregistreur. Le réflecteur emmagasine les rayonnements provenant de la zone céleste vers laquelle il est pointé. Le récepteur amplifie et mesure le rayonnement. Et l'enregistreur fournit un rapport constant sur les observations, en général sous 2 formes simultanées. La première, graphique. La seconde, magnétique. Accouplés à des systèmes d'informatique modernes, les instruments dont nous disposons peuvent enregistrer et digérer plus d'1 million d'éléments d'information à la seconde. Au regard d'une telle puissance et d'une telle précision, on peut néanmoins se demander ce que les radiotélescopes nous apprennent au juste au sujet de notre univers. Qu'apporte-t-il à nos connaissances scientifiques? Si l'on veut répondre précisément à cette question, on doit d'abord comprendre ce qu'est le spectre électromagnétique. Et ce n'est pas aussi difficile que cela en a l'air. Toute matière dans l'univers irradie ou encore émet de l'énergie. En conséquence, le spectre électromagnétique nous indique le rayonnement ou encore montre le niveau de cette énergie. Pour cela, 2 éléments entrent en ligne, la fréquence et la longueur d'onde de l'énergie. À l'extrémité inférieure du spectre, on peut voir que les ondes sont longues. À l'extrémité supérieure, elles sont courtes. Cette étroite bande blanche représente le champ d'énergie que nous pouvons voir sans l'aide d'appareils. Et de ce fait, on lui donne le nom de lumière visible. Dans la section radio du spectre se situe une gamme de longueurs d'onde qui est 10 000 fois supérieure à celle de la lumière visible dont je viens de parler.
les observations astronomiques traditionnelles sont prisonnières de cette barrière optique et tenter de pénétrer et de saisir notre univers en passant uniquement par la section de lumière visible telle qu'elle est définie dans le spectre astronomique, c'est essayer de saisir les grands moments d'une partie de baseball à travers une fente de la palissade. Tout au contraire, la radioastronomie a ouvert une immense fenêtre sur l'univers. En regardant par cette fenêtre, nous avons pu élargir et améliorer notre champ de vision et plonger dans la dynamique de notre univers. Cela nous a permis également de découvrir maints détails significatifs au sujet de notre propre galaxie, la Voie lactée. En fouillant l'espace au-delà de notre galaxie, grâce à la fenêtre ouverte par la radioastronomie, nous avons même découvert des choses dont nous ignorions l'existence. Par exemple, l'une des plus puissantes sources d'ondes radio captées par les radioastronomes provient de la constellation du Cygne. Ces coordonnées furent transmises aux astronomes utilisant le télescope du Mont Palomar. Alors que les cartes stellaires dressées selon un procédé optique ne mentionnaient rien à cet endroit, le puissant télescope d'environ 6 mètres d'ouverture fut braqué vers le point exact où les radioastronomes avaient remarqué la plus forte intensité de rayonnement. Pendant plusieurs heures, le télescope fouilla une zone céleste apparemment vide, tandis qu'une plaque sensible était placée sous exposition. Après avoir développé la photographie, les astronomes se rendirent compte qu'ils avaient sous les yeux une chose qu'ils n'avaient jamais vue. Une chose dont ils n'auraient jamais soupçonné l'existence, sans le secours de la radioastronomie. Ils la baptisèrent Cygne A. Ce que nous connaissons maintenant sous le nom de nébuleuse du Crabe n'était jadis qu'une étoile pour les astronomes. Voilà des milliers d'années, cette étoile fit éruption sous le coup d'une explosion d'une extrême violence. La lumière produite par cette étoile, née d'une explosion, parcourut l'espace pendant 6000 ans avant de pouvoir être perçue de la Terre le 4 juillet de l'an 1054 après Jésus-Christ. Elle fut observée par des astronomes chinois et considérée comme une nouvelle étoile, plus brillante que Vénus dans le ciel du petit matin. En fait, si l'on s'en réfère aux écrits de l'époque, on a pu l'observer à la lumière du jour durant 23 journées consécutives, parce que c'était là ce qui brillait le plus dans le ciel, à part le soleil. La force de l'explosion fut si considérable que les particules dispersées dans l'espace se propagent toujours à une vitesse approximative de 5 millions de km/h. L'expansion continuelle de la nébuleuse du Crabe sert de préalable à de nombreux spécialistes dans leur explication des phénomènes de l'univers. Au début du XXe siècle, le professeur Hubble, célèbre optico-astronome, émit la théorie que tout l'univers est en expansion, que toutes les galaxies s'éloignent rapidement les unes des autres, et que les galaxies les plus éloignées se déplacent le plus rapidement, la vitesse étant proportionnelle à la distance. Cette théorie peut se démontrer à l'aide d'un ballon sur lequel des petits camailleux, représentant les galaxies, ont été fixés. À mesure que le ballon est gonflé, toutes les galaxies semblent subir un éloignement relatif les unes par rapport aux autres. Hubble fonda sa découverte fondamentale sur le phénomène ou encore principe dont le nom, effet de Doppler, nous vient de ce fils d'Autriche, physicien et mathématicien qui l'a développé. Ce principe ne saurait mieux s'expliquer qu'à partir d'une analyse essentiellement sonore. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi le bruit d'un véhicule en marche ou de son avertisseur sonore change subitement quand il passe à votre hauteur? Nous allons analyser ce phénomène. Tout d'abord, nous enregistrons le son de l'avertisseur au passage du véhicule à vitesse constante. Ensuite, nous installons ce même avertisseur en laboratoire afin de déterminer sa structure fréquentielle. Dans le cas de cet avertisseur, la fréquence s'établit à 348 cycles à la seconde, ou 348 Hertz. Connaissant la structure fréquentielle, nous rejouons le bruit enregistré lors du passage du véhicule et nous le faisons passer dans un fréquence-mètre automatique. À mesure que le véhicule approche, la fréquence augmente jusqu'à 376 cycles environ,
maximum du volume sonore. À mesure que le véhicule s'éloigne, la fréquence diminue jusqu'à 326 cycles, minimum du volume sonore. En analysant le glissement de fréquence avec un ordinateur, il est possible de déterminer la vitesse du véhicule. Ainsi donc, l'effet Doppler indique à la fois la direction et la vitesse. L'effet Doppler est aussi valable pour la lumière. Le volume pour le son correspondant à la couleur pour la lumière. Ce que nous percevons en tant que couleur correspond à des rayonnements lumineux de longueurs d'onde différentes. Les ondes lumineuses rouges sont plus longues que les ondes lumineuses bleues. Le rayonnement lumineux de la lumière blanche comprend exactement toutes les longueurs d'onde du spectre de la lumière visible. En plaçant un prisme devant un rayon de lumière blanche, nous effectuons par réfraction la séparation des ondes lumineuses à l'intérieur de la totalité du spectre de la lumière visible. Les ondes les plus courtes déterminent la lumière bleue, les ondes les plus longues, la lumière rouge. Nous pouvons faire exactement la même chose à partir de la lumière provenant des étoiles. Normalement, alors que nous voyons les étoiles par le biais d'un puissant télescope, nous les percevons comme émettant ou irradiant une lumière blanchâtre. En faisant passer cette lumière à travers un prisme, nous pouvons séparer le rayonnement de lumière blanche en longueurs d'onde correspondant au spectre de la lumière visible. Si vous examinez ces tâches avec attention, vous remarquerez des lignes dans les spectrogrammes de certaines étoiles. Ces lignes spectrales ont une signification extrêmement importante. Les lignes sombres portent le nom de lignes d'absorption, ce qui signifie tout simplement que l'énergie émise par des étoiles éloignées a été absorbée selon des longueurs d'onde particulières. À l'aide de ce spectrogramme du Soleil que nous avons monté pour la démonstration, nous pouvons établir la présence de milliers de lignes d'absorption, lignes sombres, à l'intérieur du spectre solaire. Alors que le nombre des lignes spectrales peut varier énormément, les lignes d'un élément ne coïncident jamais exactement avec celles d'un autre élément. Elles sont aussi distinctes, aussi différentes que peuvent l'être les empreintes digitales chez les êtres humains. Ces deux lignes sont les lignes d'absorption du sodium. Les lignes situées au-dessus du spectrogramme servent de référence. Lorsqu'un astronome constate que les lignes d'absorption ont glissé vers la zone bleue du spectre, il en déduit que l'objet émettant la lumière se rapproche de notre planète. Quand les lignes glissent vers le rouge, ce qui s'appelle un décalage vers le rouge, il en déduit que l'objet s'éloigne de notre planète. L'importance du glissement indique la vitesse à laquelle l'objet se déplace. C'est ainsi que les lignes spectrales sont utilisées comme compteurs de vitesse céleste. En dehors de notre système galactique, tout est en décalage vers le rouge. Tout s'éloigne rapidement de nous. Les observations confirment des décalages vers le rouge massifs touchant les galaxies et les quasars, abréviation de quasi-stellar, pratiquement stellaire, c'est-à-dire quelque chose ressemblant à une étoile sans en être une. Les premières découvertes de quasars remontent à 1963. Nous ignorons toujours la composition exacte de ces quasars, mais les plus récents calculs indiquent qu'ils prennent place parmi les objets les plus éloignés de l'univers. Le compteur de vitesse cosmique montre qu'ils s'éloignent rapidement de nous. Quelques-uns à près de 90% de la vitesse de la lumière. À partir de la théorie de Hubble, à savoir que l'univers est en expansion, il était facile aux astronomes d'en déduire que si les vecteurs étaient inversés, la totalité de la matière dans l'univers convergerait en un point commun de l'espace et du temps. De nombreux astronomes se servent de cette théorie pour soutenir qu'à un certain moment, toute l'énergie concentrée et toute la matière de l'univers ont été expulsées dans tous les sens à la suite d'une éruption de formidable ampleur. Si cet événement est arrivé, disons, réellement, les ondes radio émises par l'explosion devraient toujours parcourir les galaxies. On pourrait parfaitement déterminer leur longueur d'onde et leur intensité, et elles seraient distribuées de manière uniforme, d'où un repérage facile dans l'espace. Des ondes radio répondant à ces critères ont été mesurées pour la première fois par les techniciens du bureau d'études des téléphones Bell.
On qualifie ce phénomène de rayonnement d'arrière-plan. Des antennes à pavillon, comme celle-ci, furent utilisées pour effectuer les mesures initiales. Aux premiers éléments recueillis sont venues s'ajouter les données récentes obtenues à partir de satellites gravitant dans l'espace. Les radioastronomes continuent à se pencher avec soin sur ces rayonnements d'arrière-plan, ce qui les amène à réfléchir de plus en plus sur la création de l'univers. Ainsi donc, la fièvre de la recherche a poussé l'homme à s'enfoncer toujours plus avant dans les profondeurs de l'espace, au-delà des planètes, des étoiles, des galaxies, et même au-delà des quasars dont la faible clarté luit dans le lointain. Les radioastronomes s'accrochent à la théorie de l'univers en expansion. Si tel est le cas, voici ce que cela signifie. Plus nous enfonçons notre regard dans l'espace, plus ce que nous voyons s'éloigne dans le temps. Par exemple, lorsque nous regardons le Soleil, nous ne voyons pas ce qui arrive au moment de l'observation, mais ce qui est arrivé 8 minutes avant. Quand nous regardons la planète Jupiter, nous la voyons telle qu'elle était 46 minutes avant. Pour Alpha du Centaure, notre plus proche étoile visible, il faut compter un décalage de 4 ans. Lorsque nous sommes éblouis par la beauté de la nébuleuse du Crabe, nous ne la voyons pas telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle était il y a 6000 ans. Quand nous jetons un coup d'œil à notre voisine galactique, Andromède, c'est de plusieurs centaines de siècles que nous reculons. Pour Signe A, il s'agit de milliers de siècles. Et lorsque nous regardons des quasars, ce que nous voyons est encore plus reculé dans le temps. Supposons un instant qu'on ait pu disposer d'une caméra filmant le commencement des temps au cinémascope et qu'on ait pu enregistrer l'histoire lors de son déroulement. Et supposons que vous ayez la faculté de sélectionner un film entre mille. Que préféreriez-vous regarder? Question délicate, non? Le choix est difficile, je le sais. Mais ne serait-il pas fantastique de lever gentiment la main et de projeter la toute première bobine, de regarder le vrai début de tout, d'admirer Dieu créant tout notre univers? Ce qu'on n'a jamais vu au préalable dans l'histoire se produit maintenant lorsqu'on entend les astronomes parler de la création en tant qu'événement vrai. Ceux-ci examinent les rayonnements d'arrière-plan avec un très grand intérêt, car c'est la preuve évidente de l'intervention divine. Tous ces savants sont en puissance des témoins oculaires de la création. Et ils se tiennent à la frontière, au seuil, dirons-nous, de la Genèse, premier verset. Au commencement, Dieu créa. N'est-ce pas déjà une chose fantastique en soi? Mais il en est une plus incroyable encore, selon moi. Il est maintenant possible à l'homme d'être en personne le témoin d'une chose surpassant la grandeur et la gloire. Le témoin d'une chose montrant qu'il existe une puissance illimitée, infinie, d'une même infinité que le Créateur. Le Nouveau Testament, au sujet de cette expérience dynamique, nous parle d'un autre fait, la création nouvelle, ou la nouvelle naissance d'un individu. Il s'agit d'une expérience où nous voyons toute l'énorme énergie dont dispose le Dieu créateur se libérer à l'intérieur de nous, en un acte superlatif, une recréation spirituelle dépassant toutes les limites. Veuillez donc y réfléchir. Le Créateur qui a conçu un univers aussi vaste en se servant de sa puissance infiniment grande, est tout autant le Créateur qui nous recrée, à partir de ce même pouvoir infiniment grand. C'est lui qui peut nous laver du péché et transformer aussi notre vie. Alors ne croyez-vous pas que le Dieu qui a su créer notre univers détient suffisamment de puissance pour créer en vous un nouveau cœur et aussi une nouvelle vie? Ce n'est pas de votre puissance ni de votre propre sagesse que va dépendre votre naissance spirituelle, mais elle dépendra de Dieu. En fait, que peut-il attendre de vous? Il attend que vous vous reconnaissiez pécheur et que vous acceptiez son remède parfait qui est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, mon ami, par la simple foi, recevez-le comme votre sauveur et maître dans votre cœur. Le Nouveau Testament nous le dit. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, c'est-à-dire une création nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Quand vous constatez l'immensité de l'univers, l'immense puissance créatrice de Dieu vous émerveille. Mais vous vous émerveillerez bien plus encore de son pouvoir recréateur, pouvoir agissant en vous. Rien ne pourra jamais arriver à égaler, rien n'arrivera jamais à surpasser en puissance et en merveille et en gloire la nouvelle naissance, la création nouvelle. Au commencement, Dieu. Il s'agit d'une expérience nouvelle, à vous de la faire.